Bienvenue. Bienvenue à cette rencontre, cette conférence débat. On verra quelle tournure ça va prendre. Alors, donc, je vous disais bienvenue. C'est une initiative des médiathèques, des bibliothèques de Guadeloupe, de faire un coup de projecteur à une écrivaine haïtienne, Margaret Papillon, un peu méconnue chez nous. Donc, on aura tout le plaisir de la découvrir aujourd'hui. Donc, je vous prie d'applaudir pour pouvoir l'accueillir. Madame Margaret Papillon. Voilà. Et avec elle, nous recevons aussi une spécialiste de la littérature caribéenne, Madame Kathleen Gisels. Voilà. Donc, peut-être pour pouvoir nous étayer un peu plus et nous en dire un peu plus sur la littérature caribéenne. Alors, Madame Papillon, elle nous vient d'Haïti. Elle vit à Miami. Elle est écrivaine à succès, malheureusement méconnue chez nous, mais connue ailleurs. Et elle a beaucoup écrit. Ça fait plus de 30 ans qu'elle écrit. Et elle a écrit beaucoup de choses, des romans, mais aussi des albums pour les enfants. Donc, ce soir, on va vraiment entrer, elle va nous parler d'elle, elle va nous expliquer un peu son parcours et surtout parler de la femme à travers ses romans. Puisqu'en fait, le thème de la conférence de ce soir, c'est littérature au féminin. Alors, littérature au féminin, est-ce que ce sont les femmes dans les romans? Les femmes qui écrivent, est-ce qu'il y a une littérature au féminin? Et Monsieur Calix Félix, Fritz, qui a initié cette conférence, nous en dira plus quand il arrivera. Qu'est-ce que c'est que cette littérature au féminin? Voilà. Et ça me fait penser que si vous avez des portables, mettez-les sur vibreur, le mien est en train de sonner. Bien. Donc, je disais donc que Madame Papillon, Margaret, a écrit plusieurs romans et il y a un en particulier qui l'a projeté, on dira au devant de la scène, c'est La Marginale, qui est sortie en 87. Et d'ailleurs, elle était professeure d'éducation physique et sportive. Et voilà, elle a écrit. Elle nous dira pourquoi, comment elle a fait ce saut, comment elle est passée d'enseignante à écrivaine. Et voilà, comment est venue cette passion et depuis, elle ne l'a pas quittée. Donc, elle nous racontera tout ça. Je vais lui donner la parole. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente que vous soyez là ce soir pour m'écouter parler. Et je vous remercie de votre présence et je peux vous dire déjà, après 4 jours seulement en Guadeloupe, que je suis comme chez moi ici. C'est comme si tout le monde était de la famille, tout le monde était aussi de mon pays, d'Haïti. Et j'ai l'impression de reconnaître les visages, j'ai l'impression que les gens sont des proches à moi. Alors, ça me fait énormément plaisir d'être avec vous. Et cela fait 30 ans que je voulais être en Guadeloupe. Et enfin, je crois que c'est une route que j'ai fait à pied, puisque ça m'a pris tant de temps pour arriver. Et je crois que peut-être qu'à un certain moment, ça a été un triathlon. J'ai dû nager jusqu'à parvenir jusqu'à vous. Et là, pour moi, l'écriture, ça a commencé très tôt. Et en 2017, je vais fêter mes 30 ans d'écriture, 30 ans de publication, je dirais, parce que l'écriture, ça a commencé quand j'avais 13 ans. J'étais une gamine et là, j'avais toujours tendance à raconter des histoires à mes sœurs et frères. Ils étaient toujours tous autour de moi. Il faut que je vous dise que je suis la cadette d'une famille de 7 enfants. Et là, j'avais des cousins, des cousines, j'avais des amis, des camarades et tout. Et là, je me mettais à leur raconter des histoires. Et à ma grande surprise, ça les passionnait.
j'inventais et eux, ils disaient, vas-y, continue, on veut connaître la fin de l'histoire. Alors, tout cet enthousiasme-là m'a convaincu que je pouvais convaincre. Et là, j'ai commencé vraiment à rentrer dans le métier de conteuse d'abord. Et c'est quand, maintenant, ils ont commencé à être un peu fâchés que des fois je ne trouvais pas la fin d'une histoire, que je me suis dit, bon, maintenant c'est trop de stress, je vais carrément écrire, et comme ça j'aurai toujours une fin à leur raconter. Et c'est ainsi qu'à 13 ans, j'ai écrit, mais je fus très sportive aussi. Un jour, j'ai abandonné l'écriture pour pouvoir jouer au basketball et au volleyball. Et des années plus tard, quand j'ai retrouvé ces petits manuscrits-là dans mon armoire, je me suis dit, waouh, heureusement que personne ne les avait lus parce que je trouve ça tellement bête, tellement stupide, c'est grave. Et là, j'ai tout déchiré. Et là, c'est vraiment un geste que je regrette aujourd'hui parce que quand je fais des conférences comme ça, que je rencontre des gens, je me dis, j'aurais bien aimé leur exhiber mon petit cahier et leur dire, ah, voilà ce que je faisais à 13 ans. Je pense que ça aurait été formidable. Maintenant, les années vont passer, évidemment, comme je le répète souvent, je suis née sous la dictature des Duvalier. Je suis née un 14 novembre 1958, un jour d'orage et de tonnerre. À 11h45 du soir, j'ai embêté ma mère, oui. Elle a dû aller à l'hôpital à une heure aussi indue. Et là, dès ce moment-là, nous allons grandir sous Duvalier. Et grandir sous Duvalier voulait dire que tous les auteurs étaient en exil. Ça voulait dire qu'on ne pouvait pas se réunir. Ça voulait dire que les gens n'avaient pas le droit de rester dans une bibliothèque et de discuter un petit peu d'un roman, puisque la dictature s'était déjà imposée. Et je vais grandir dans cet Haïti-là, oppressé. Et ça va prendre des années maintenant pour que je tombe dans cette ambiance de littérature-là. Il faut que je vous dise aussi que on a été pas mal traumatisés à cette époque-là. Parce que les gendarmes et les miliciens fouillaient les maisons. Et moi, personnellement, j'ai vu mon père prendre des livres dans sa bibliothèque et les jeter dans les latrines pour qu'on ne les retrouve pas. Parce qu'on faisait la chasse au communisme. Et même si vous aviez un livre de catéchisme, on disait catéchisme communiste, c'est la même chose, on vous embarquait. Alors, c'est dans cette ambiance-là, peu propice à la littérature et peu propice à l'écriture, que moi je vais grandir. Évidemment, mon oncle Pierre Papillon, le frère de mon père, était déjà écrivain. Il avait écrit 2 livres, L'âme qui meurt et l'exilé du ciel. Alors, je fus une grande dévoreuse de livres et j'ai eu une grande complicité avec ma mère parce qu'elle-même aussi, elle avait ce virus de la lecture. Et quand elle rapportait des livres à la maison, on se battait presque pour savoir qui allait lire avant. À la fin, on a fini par se coucher dans le même lit avec le même livre. Et là, on se disait, tu as fini, je peux tourner la page. Et c'est comme ça que la grande aventure avec la littérature avait déjà commencé. Des années se passent. Et après quelques temps passés à Montréal, au Canada, il y a un déclenchement qui va se faire parce que très jeune, j'avais 21 ans quand j'ai conçu le J''M McDonald's pour les restaurants McDonald's du Canada. Et là, malgré mon jeune âge, j'ai été le leur présenter et ils n'ont pas accepté le logo, le J''M McDonald's. Ils m'ont écrit une lettre pour me remercier d'avoir conçu, mais ils avaient des concepteurs qui étaient prêts pour des années à venir et mon logo, il était refusé. Ils m'ont donné 2 petits bons pour aller manger des Big Mac gratis dans les restaurants. Évidemment, ils se sont sûrement dit, c'est une petite haïtienne, elle doit avoir faim. Alors, on lui donne 2 petits Big Mac et puis elle va être très contente. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, ma cousine, elle me fait un coup de fil et elle me dit, Maggie, tout ce que tu avais donné à McDonald's,
c'est à la télé, c'est dans les enseignes panoramiques et c'est partout au Canada. Et c'est comme ça que, à 23 ans, 24 ans, je me retrouve en train d'assigner une multinationale. Là, maintenant, je vais vous passer les détails de cette grande aventure où une toute jeune petite fille va au tribunal contre de grands monsieur avec cravate et tout, tout ce qu'ils veulent, c'est me tordre le bras et me prendre mes affaires. Bon, évidemment, quand on me demande, est-ce que vous avez gagné, madame? Alors là, je dis, allez voir si ma Rolls-Royce est dehors. Hein? On regarde ça, hein? Ma Rolls-Royce est dehors. Non. Mais je vais me mettre à écrire cette histoire-là. Dès mon retour à Port-au-Prince, en 1985, j'écris cette histoire de McDonald. Je me dis, même si je ne peux pas encore publier, elle sera quand même écrite et ça me fait énormément de bien de me pencher sur un cahier. C'est comme ça que va commencer, au fait, la grande aventure de l'écriture pour moi, parce que ça m'a forcé à me remettre à l'écriture. En 1986, la dictature des Duvalier tombe. J'ai dit à 2 copains que je voulais faire des livrets de blagues sur la dictature pour les vendre pendant les manifestations. Alors là, ils m'ont dit, combien de temps tu veux ça? Moi, je dis, oh, aujourd'hui même. Ils m'ont dit, ah, tu es folle, ça va pas, non? Et c'est ainsi que je vais me lancer de cette aventure toute seule. Je fais les caricatures, je fais les illustrations, je fais les blagues, je mets et tout. Je vais trouver un imprimeur, il m'imprime ça. Ils ont à peine, ces livrets avaient à peine une vingtaine de pages, mais c'est tout ce qu'il fallait à l'époque, puisque la dictature n'est plus là. On avait retrouvé enfin notre liberté d'expression. Moi qui ai vécu dans une famille où on chuchotait, où on n'avait pas le droit de parler, où on n'avait pas le droit de s'exprimer. Et l'oncle de ma mère, qui était colonel des Forces armées d'Haïti, Alexis Polinis, un jour, j'ai vu des plateaux de nourriture faire un va-et-vient incessant entre le bureau de mon père et la salle à manger. Et là, on se demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait qu'il y ait des plateaux de nourriture à rentrer dans le bureau de mon père, puisque mon père n'est même pas dans son bureau? Et un jour, petite fille curieuse que j'étais, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai profité de l'instant où ma mère pénétrait avec son plateau de petit déjeuner pour regarder. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu mon oncle Alexis. Et là, ma mère m'a attrapé, elle m'a dit, tu ne le dis à personne. Parce que si tu le dis, nous sommes tous morts. Tu sais pourquoi il est là? Tu sais pourquoi il est là? Parce que Duvalier le recherche. Il veut le tuer. Alors vous imaginez une petite fille de 9 ans qui entend ça, ce que ça peut faire comme dégâts dans sa tête. Parce que moi je tremble, parce que j'ai peur. Je ne peux le dire à personne. Je ne peux pas le dire à mes soeurs, ni à mes frères, ni à mes amis, ni rien. Alors c'est cette petite fille qui a été privée maintenant d'expression, qui a été pratiquement traumatisée, qui enfin découvre qu'elle peut s'exprimer. C'est ainsi que je descends dans les manifestations sur le Champ de Mars devant le Palais National et je commence à vendre les petits livres de blagues. Et là, fait étonnant, j'en avais fait 1000, et bien les 1000 sont vendus à $1. Je les vendais à $1. Et là, j'en ai fait un numéro 2 et à la prochaine manifestation, eh bien, le stock est encore parti. Là, c'est pour dire comment j'ai commencé à publier. Parce que là, je n'avais même pas publié le manuscrit de McDonald. Et là, c'est ainsi que, maintenant que j'avais commencé à écrire La Marginale, un roman qui se passe pendant le temps de la dictature aussi, mais c'est un roman sur le viol. Une jeune fille de 19 ans est violée. Alors, il faut que je vous dise, dans l'Haïti des années 70, le viol est un sujet tabou. Bon, c'est peut-être un peu superflu de le mentionner, puisqu'en 2016, c'est encore un sujet tabou. Alors, écrire,
j'avais à peine 25 ou 26 ans. Écrire sur le viol, c'était une chose terrible. Moi, je me suis dit, j'ai une idée, je vais la concrétiser. Je ne vais pas me concentrer sur le fait que c'est admis, c'est pas admis. Moi, je veux sortir mon livre. Et c'est ainsi que, en juillet 1987, paraît La Marginale. Le succès, il est immédiat. Évidemment, il y a les retombées. Parce que quand on est d'une certaine famille à Port-au-Prince et que l'on commence à publier, c'est toujours un roman autobiographique. Et là, je commence à avoir des problèmes. Les gens commencent à dire « Waouh, ma chère, j'ai vu que tu as été violée. Oh, mais quel courage pour publier tout ça. Et l'enfant, où est-il » Mais j'ai dit « Mais c'est bizarre, de quoi parle-t-il » Je dis « Mais je n'ai jamais été violée. Ah, on sait, ça te traumatise, c'est pas ta faute. » Il dit « Mais non, c'est pas mon histoire. » Et là, maintenant, ils ont commencé aussi à agacer ma mère, parce qu'on l'appelait au téléphone, les amis. « Ma chère, j'ai appris ce qui est arrivé à Maggie. Ma chère, je savais pas. Tu nous as rien dit. On serait venu t'épauler. » Ma mère, elle n'est pas contente. Elle dit, « Pourquoi tu n'as pas choisi un autre sujet? Hein? Il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. Pourquoi cette histoire de viol? » J'ai dit, mais il fallait un sujet fort à discuter. Il fallait dire quelque chose, parce que moi, ce que je voyais de la littérature féminine en Haïti ne me plaisait pas beaucoup. Parce que c'était toujours des romans tristes, où il y avait des fins terribles, où l'héroïne n'avait jamais raison, où elle ne gagnait pas. Et moi, en tant que femme battante, enfin, je me considérais comme battante. Et là, je me disais, non, je ne vais pas écrire ça, je vais écrire des romans où la femme a le courage d'affronter les difficultés, où la femme a le courage de dire ce qu'elle pense et tout. Et là, un jour, je me suis dit, bon, d'accord, au lieu de m'affoler, au lieu de me dire, ah, je n'aimerais pas que les gens pensent ça de moi, je me suis dit, s'ils ont pensé ça de moi, c'est que j'ai bien raconté. C'est que je les ai convaincus. Et si je les ai convaincus, ça, c'est que j'ai gagné en quelque part. Il y a une seule chose qui me reste à faire maintenant. Essayer de leur prouver que c'était mon imagination, que ce n'était pas mon histoire, que ce n'était pas autobiographique. Et là, je vais écrire mon second roman, Martin Thomas. Martin Thomas, c'est une histoire totalement différente. C'est l'histoire d'un petit gosse qui ne sait ni lire ni écrire, qui sort de province. Et puisqu'il est analphabète, il se laisse convaincre par un monsieur qui s'appelle Aristote le Grand, un nom pompeux, qu'il faut un passeport et un visa pour aller à Port-au-Prince. Alors, il vit à Jacmel et on lui a dit qu'il faut un passeport et un visa, qu'il faut lui donner de l'argent et lui, il va dans la boutique de sa tante, il vole de l'argent pour payer pour rentrer à Port-au-Prince. Et c'est ainsi que la grande aventure de Martin Thomas va commencer. Parce que lui, quand il arrive à Port-au-Prince, eh bien, il trouve une ville surchauffée, surexcitée, très loin maintenant de l'Eldorado dont lui avait parlé Aristote. Et c'est ainsi qu'il va être un gosse de la rue, livré à lui-même, en train de nettoyer les vitres de voitures, en train de faire toutes sortes de petits boulots pour survivre. Jusqu'à ce qu'un jour, il rentre dans l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince et puis il dit, tiens, mais ça c'est une maison, personne n'y habite, je peux facilement dormir ici et je n'aurai pas de problème. Et voilà qu'il rentre dans une cave et surprise, qu'est-ce qu'il voit? Il trouve des vivres, de l'eau, à manger. Il se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce lieu? Et il s'endort. Il a bien mangé, il a tout mangé, et il s'endort. Et il est réveillé par un fantôme. Il est réveillé par une lumière, une espèce de halo, qui devient brusquement un humain. Et là, il dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il commence à trembler. Il commence à avoir vraiment peur. Et ce monsieur lui dit, sûrement tu es le gosse pour qui j'ai la mission de faire quelque chose. Parce que j'ai une mission. Tu sais, je suis mort. Je suis mort depuis longtemps, mais je n'arrive pas à partir pour le delà. Parce que
je dois éduquer un gosse. C'est sûrement toi. Et c'est comme ça que la grande aventure de Martin Thomas va commencer. Et là, quand le roman est sorti, en 1991, les gens se sont dit, ah, ça c'est le talent. Parce que j'ai jamais été un enfant de la rue. C'est pas possible que j'ai lavé les voitures. Alors là, ça c'est un écrivain. Et ça m'a donné énormément de force. Évidemment, ce n'est pas arrivé par hasard. Parce que là, pour décrire cette vie de gosse de la rue, moi j'ai dû aller sur les places publiques. J'ai dû fréquenter ces petits gosses qui roulaient leur bicyclette dans la rue. Et je le faisais lorsque j'avais mon heure de lunch, l'heure du déjeuner. Et là, ça m'a encore donné des problèmes parce que les gens, ils me voyaient assis avec ces petits un haillon là et ils disaient, mais maintenant, elle a dérapé là. Elle est totalement folle. Et là, ma mère un jour m'a dit, tante Hélène m'a dit qu'elle t'a vu sur le champ de Mars. J'ai dit oui, j'étais sur le champ de Mars. Il dit, eh bien, tu as perdu la tête. Tu es devenue folle. J'ai dit non. Je suis en train d'écrire un livre et je veux que ça soit vrai. Et je suis allée là où c'est vrai. L'aventure de Martin Thomas aussi a eu des frayeurs. Parce que il y a un médecin, quand il a eu fini de lire le livre, il a demandé à me voir. C'était un de mes beaux-frères qui lui avait passé une copie. Et là, le beau-frère m'appelle, il me dit, ah, le docteur Adolphe, il a lu ton livre et il veut te rencontrer. Absolument. Ah, moi, je suis contente. Je dis, ah, le lecteur veut me rencontrer, je vais vers le lecteur. Et c'est ainsi que ce monsieur me donne rendez-vous dans sa clinique, peut-être vers 1h, 2h, au moment où il n'a plus de patient. Et moi, j'arrive toute joyeuse, toute contente. Et puis brusquement, je me trouve face à un monsieur qui me regarde de la tête aux pieds. Et puis il me dit, mais c'est pas vous? Je suis tellement surprise, moi. Je suis obligée de regarder en arrière. Je dis, à qui il parle? Je lui fais un geste comme... Il me dit, non, mais c'est pas vous. Tout bêtement, moi, je réponds, oui, c'est moi. Parce que, comment ça, c'est pas vous? C'est moi, je viens, c'est moi, je suis là. Il me dit, non, 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 c'est pas vous. Madame, excusez-moi, je ne veux pas être grossier, mais je vous regarde là, de la tête aux pieds, et je me dis, c'est pas la personne que je m'attendais à voir. Parce que la personne qui a écrit ce livre-là, c'est un grand mystique. Je dis, ah, un grand mystique. Moi, j'éclate de rire. Un grand mystique. Je dis, vous riez? Vous riez? Non, c'est pas une plaisanterie. Hein. Vous avez écrit des choses dans ce livre-là. Moi, je suis franc-maçon. Moi, je vous dis que ce sont des initiés seuls qui peuvent connaître ces choses-là. Je dis, ah, moi, je ne suis pas au courant de ce que vous dites, monsieur. Il me dit, ah, comment vous avez fait pour écrire ça? Je dis, mais c'est mon imagination. Il dit, ah, votre imagination? Il dit, mais pourquoi vous avez pris l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince comme lieu principal de l'action de votre livre? Je lui dis, mais parce que j'ai trouvé ça intéressant. Une vieille cathédrale qui ne fout rien, on ne s'en sert plus, et le petit gars, il rentre là-dedans. Il me dit, mais non, c'est pas ça du tout. Ce lieu est le lieu le plus mystique de la Caraïbe. Et puis là, moi, je continue à rire, à rigoler, et puis lui, il n'est pas content, il me dit, c'est des choses sérieuses que je vous dis là. Et là, maintenant, il me dit, je sais ce qui vous est arrivé. J'ai dit, ah bon, vous savez? Il dit, oui. À quelle heure vous écrivez? À cette époque, j'avais un horaire chargé. Je travaillais depuis très tôt le matin. Justement, j'avais mon club de gymnastique. J'allais travailler depuis 6 heures du matin parce qu'il y avait des clients qui venaient faire des exercices avant d'aller au travail. J'avais les séances de massage que je donnais vers 1h, 2h. J'avais les cours de l'après-midi. Et que je rentrais enfin chez moi, puisque j'étais à l'époque célibataire sans enfant, je me mettais à écrire peut-être vers 10h30, 11h du soir, pour finir à 3h30, 4h du matin. Il m'a dit, ah, c'est ça. Vous n'avez plus besoin de dire quoi que ce soit. Vous êtes visité par un esprit, vous avez été visité par un esprit qui a tenu votre main et qui vous a fait écrire ça. Alors là,
j'ai passé plusieurs mois, si ce n'est 2 ans, à avoir peur. Parce que chaque fois que je prends ma plume, je regarde partout. Je dis, waouh, s'il y a peut-être un esprit en quelque part qui va venir me visiter. Et là, il faut que je fasse très attention. Il faut prier, parce que si cet esprit est méchant, s'il est mauvais, il va me forcer à écrire des choses qui peuvent peut-être causer du tort à quelqu'un. Et ça m'a pris encore du temps pour recommencer à écrire. Et maintenant, mon 3e bouquin, ça va être La mal-aimée. La mal-aimée. Tu veux faire une pause? Alors, vous avez constaté que c'est une grande conteuse, n'est-ce pas? Et vous êtes très, très attentif. Alors, au stade où nous sommes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Sinon, on la laissera continuer. Mais avant tout, parce que je sais que Madame Papillon a beaucoup de choses à vous dire, parce qu'elle a beaucoup de romans à vous présenter, on donnera un peu la parole à Madame Gisèle. D'accord? Alors, Madame Gisèle, vous êtes spécialiste de la littérature caribéenne et vous enseignez aussi la littérature francophone postcoloniale à l'Université d'Anvers. Et on dit que pour vous, la littérature n'a pas de secret, la littérature caribéenne. Alors, ces sujets de prédilection sont la négritude et surtout Léon Gontran-Damas et les Schwarzbards. Peut-être pas tout à fait vrai, mais elle dira ce que c'est exactement. D'accord? Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle présente un peu ses écrits et surtout son choix de cette littérature caribéenne. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers amis, chers collègues. Je pense que avant de vraiment développer, puisque c'est une formule un peu improvisée, je vais dire, j'ai bien écouté, donc l'auteur à mes côtés, et je vais juste faire quelques réflexions. Je pense que en tant que quelqu'un qui enseigne la littérature, qui l'examine de près, qui est aussi historienne de la littérature caribéenne, je pense que ça fait beaucoup plus sens qu'à partir de ce qu'elle vient de dire, ce que moi j'aurais comme commentaire. Donc je voudrais faire 3 remarques à partir de votre merveilleux conte que vous avez commencé. C'est tout d'abord donc le fait que pour donc le sexe féminin, pour le genre féminin, apparemment donc on a toujours en littérature eu donc beaucoup d'inhibitions. On a eu d'énormes contraintes à prendre la plume. Donc toutes les femmes dans la Caribéenne confirmeront cela. Et donc, je me suis beaucoup posé la question d'où ça vient, puisque même dans la République des lettres franco-française, les femmes aussi sont en minorité, comme vous savez, et sont en retard par rapport aux hommes. Donc, en fait, il y a une énorme supériorité, un but dans le sexe fort que le sexe faible et moins de talent pour développer des romans. Si jamais une femme s'y met, deuxième grande remarque, on l'a entendu avec vous, eh bien c'est forcément autobiographique. La femme ne peut pas dépasser le cadre de son petit monde, de son quotidien, de sa condition féminine. Et bien sûr, il n'en est rien. Donc je me suis posé la question, comment ça se fait que pour la Caraïbe, où les plus grands auteurs, et je pèse mes mots, sont des femmes, sont venues tardivement à l'écriture et souvent encouragées par des hommes. Et je pense à un grand coupable, mais je mets beaucoup de guillemets autour de coupable, sinon je vais avoir beaucoup de problèmes dès mon retour en Belgique, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon, dans Peau noire, masque blanc, eh bien, il vous offre un panorama qui est magnifique, qui est une histoire de littérature africaine-américaine, afro-caribéenne. Claude McKay est là, il y a donc beaucoup d'auteurs comme Richard Wright, etc. Il y a une femme, Mayotte Capécia. Et qu'est-ce qu'il a fait à la pauvre Mayotte Capécia, qui est une des premières en 1948 à prendre donc la plume, à écrire « Je suis martiniquaise ». Eh bien, elle a été complètement critiquée sévèrement par Fanon, qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette martiniquaise qui ose donc dévoiler au monde de lecteurs français et francophones que l'idéal
pour une Antillaise, c'est d'épouser un blanc de France avec des cheveux bleus, des yeux bleus, etc. Donc c'est l'aliénation des cheveux blonds et des yeux bleus. Qu'est-ce que c'est comme femme qui, en quelque sorte, est aliénée et qui ose en plus faire ça comme sujet de son livre. Et donc, Mayotte Capétia, elle a été vraiment traumatisée par ce procès de Fanon. Et le problème, c'est que, en fait, Fanon n'avait pas vu que lorsque René Maran fait un roman comme Un homme pareil aux autres, il a exactement le même scénario, parce que le personnage principal d'un homme pareil aux autres, donc René Maran, donc premier prix Goncourt pour un écrivain noir de Cayenne, 1921 avec Batouala, mais dans Un homme pareil aux autres, il y a aussi un personnage antillais, antillo-guyanais en fait, qui va aimer une blanche. Donc c'est exactement pareil. Donc Fanon, de par sa condition d'homme, il va blâmer une écrivaine, le mot n'existe pas, mais moi je féminise à dessein, une auteure, avec E muet à la fin. Donc il va blâmer une auteure, mais il ne voit pas, il s'aveugle devant les auteurs masculins qui ont en fait les mêmes intrigues et le même attrait et la même attirance pour la femme blanche. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est arrivé et Fanon est sur un piédestal encore aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de limites aussi dans sa pensée, mais ce serait un autre sujet. Mais ça explique déjà la difficulté des femmes haïtiennes comme Chauvet. Je vous ai reconnu, je reconnais Chauvet. Amour, colère, folie. Elle a eu beaucoup de problèmes. Une bonne famille, bien élevée, élite de couleur à Port-au-Prince. Et qu'est-ce qu'elle n'ose pas dévoiler? Des fantasmes d'ordre sexuel, des problèmes de sexualité même, des tabous. Et donc Marie Chauvet a été censurée par sa propre famille. C'est seulement il y a 10 ans que le livre qui a été en quelque sorte sous la table, il est passé complètement oublié, mais on a quand même continué à le travailler, à l'examiner de près. Donc ça c'est Marie Chauvet. Je pense à d'autres grandes écrivaines, La Crozille, La Cascade, toute cette génération-là. Elles n'ont pas été sujets de thèse, elles n'ont pas été enseignées. Donc vous voyez l'énorme procès qu'on a fait aux femmes. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire remarquer. Toujours est-il que, justement, le talent littéraire est de telle nature que même un homme peut se glisser dans la peau d'une femme, dans le corps d'une femme, et écrire à ce point qu'il peut tromper tout le lectorat et donc livrer un roman dont personne ne va mettre en doute que, en fait, l'auteur est un homme. Je vous donne un exemple pour la Caraïbe anglophone que je connais très bien. Carol Phillips, et c'est un ami, c'est devenu un ami. Carol Phillips est un homme. Mais dans le monde, Carol, c'est un prénom de femme. Qu'est-ce que ce monsieur a eu les plus grandes difficultés? On me contacte à Amsterdam pour essayer à traduire un merveilleux roman, notez le titre, Cambridge, tout simplement Cambridge, ou lisez La traversée du fleuve. C'est des romans grandioses, d'autant plus qu'ils réécrivent justement des écrivains de sexe féminin qui ont été oubliés, notamment de Dominica. Juste à côté, il y a Wild Sargasso Sea, 1966, donc la mer des Sargasses de Jean Rhys. Alors Jean Rhys est pourtant une femme blanche, mais qui est tellement solidaire avec le sort des femmes de couleur à Dominica qu'elle va écrire des chefs-d'œuvre que Carol Phillips va réécrire. Donc on pense qu'une femme, par intertextualité, se ressource et continue un peu sur la même lancée. Mais Carol Phillips est un homme. Et alors on me demande d'un grand journal féministe à Amsterdam, me dit Madame Hess, vous allez faire donc sur cette féministe-là un bon article donc sur la condition. Et je dis mais vous vous êtes trompé puisque c'est un homme. Et donc ces personnages protagonistes sont femmes. Et donc les hommes sont vraiment durement, condamnés pour tout le mal qu'ils font, à la fois dans le milieu de la plantation, mais même après l'abolition de l'esclavage. Après l'abolition de l'esclavage, alors que la femme est le potomitan des sociétés post-esclavagistes, elle continue d'être en bordure, pour le dire avec Damas, donc en marge, la marginale, d'être en bordure, alors que, c'est quand même un paradoxe, elles sont
donc dans la société, donc le potomitan. Et donc dans les arts, dans la politique, etc., il a fallu attendre trop longtemps à mes yeux pour voir donc la valeur de la femme. Donc je ne sais pas, j'ai peut-être déjà trop parlé, sinon je voulais faire une dernière remarque. Donc je ne vais pas vous parler vraiment beaucoup de André Simon Schwarzbart, mais justement, André Schwarzbart a livré le premier roman sur l'esclavage en Guadeloupe, La mulâtresse solitude. Si vous allez le relire demain, puisque c'est dans vos maisons, c'est dans vos bibliothèques, lisez-le avec l'idée que je vous donne. Si c'était écrit par une femme, c'est tellement fin, c'est tellement subtil, c'est tellement dans la tête d'une esclave, donc bossale, la petite baille engumée, qu'on aurait pu penser, c'est André. Il aurait pu prendre un pseudonyme de femme. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement la sensualité et surtout aussi le fait qu'une femme, donc africaine, donc je vais vous réciter par cœur le début. Il était une fois sur une île une petite négresse baille engumée. Elle était arrivée sur terre vers l'an 1750. À bord d'un négrier, elle a été violée. C'est l'incipit du roman. Donc le viol est là. Ça va fonder la lignée de la mulâtresse solitude. Je sais que c'est peut-être pas une figure historique, on en a discuté avec le professeur donc Prudent, mais ça ne compte pas justement. L'historiographie n'existe même pas pour ces femmes qui ont été violées. On n'a même pas écrit leur nom, leur âge, on s'en foutait. Elles avaient 14 ans, on les violait à bord du bateau. Elles arrivaient grosses, elles étaient vendues avec une plus-value, puisque c'était 2 forces de travail en quelque sorte qu'on achetait. Et cette solitude a donné une statue, et donc c'est le début d'une valorisation de la femme dans la société de plantation, dans la société de l'esclavage. Sans femme, j'ai toujours dit dans ma thèse aussi, la femme antillaise, où il y a ce beau proverbe créole, le ventre de l'esclave est le trésor du maître. Vous savez traduire ça en créole, donc la femme vaut en fait doublement, donc le ventre de la femme, c'est aussi celle qui va assurer la progéniture, malheureusement souvent du maître aussi, et donc solitude a donné une lignée d'héroïnes vraiment très très importante. Il y a Madame Schwarzbart qui m'annonce un nouveau roman, Adieu Bogota. Vous pouvez l'apporter? Oui, j'avais demandé à Calix parce que je connais quand même pas par cœur les romans de André Simon Schwarzbart et je les avais pas apportés, mais je trouve quand même très très important que ce soit un homme, vous voyez, qui ait écrit la première, on va dire, épopée de femme. Et sa femme, son épouse, va continuer. Donc vous voyez, ça je voudrais vraiment faire remarquer. Et André Schwarzbart écrit ensuite Un plat de porc aux bananes vertes, où on donne la voix, la parole à Mariotte. Mariotte, Mayotte. Mayotte, Capétia, Mariotte. Le R disparaît. André a lu critiquement Fanon et il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec Fanon. Il dit, moi je vais faire un roman où la femme prendra la parole. Et donc Mayotte, Capétia, elle n'est pas vraiment très très présente dans Un plat de porc aux bananes vertes. Toujours est-il que même le prénom, c'est pas anodin. Mariotte, elle va décrire son histoire. Et donc on a dit oui, c'est normal. C'est un roman co-signé André et Simone Schwarzbart. Donc c'est sûr que Simone a beaucoup collaboré. Eh bien, c'est pas si vrai que ça. Là encore, c'est André qui donne le premier rôle, la première plume en quelque sorte, à la femme toujours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Pour tous ces éclairages, est-ce qu'il y a une question de manière spontanée à Madame Gisèle? Sinon, on continue. On continue. On a une écrivaine, une battante, qui n'arrête pas d'écrire, donc et qui après l'histoire des gosses est passée à la mal-aimée. Donc elle va continuer à nous conter un peu. Et puis d'ailleurs, je vais vous poser une question. Quand vous finissez un roman et que vous passez à un autre, quelle est l'étincelle qui permet d'avoir la nouvelle idée, la nouvelle inspiration? En général, on accumule les idées durant le processus d'écriture d'un roman précédent. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on a fini un roman qu'on se dit bon, voilà ce que je vais écrire pour un autre. Et j'ai toujours mon cahier de notes et je suis toujours en train de noter tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie de dire. Alors,
il faut premièrement que je dise que j'avais toujours l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Parce que, comme Madame Guissel vient de le dire, les femmes, on ne les prenait pas au sérieux. En Haïti, les femmes qui écrivaient, des fois écrivaient un seul roman ou deux. Si on veut parler de la génération de Marie-Vieux Chauvette, dont elle a mentionné le nom tout à l'heure, elle était pratiquement la seule à avoir écrit 5 livres, parmi lesquels il y a un dernier qui est sorti posthume et qui a eu le prix des Champs en 1986, je crois, lorsque la dictature est tombée. Parce qu'il a fallu attendre que les Duvalier tombent pour que Marie Chauvette ait le prix des Champs. Bien que depuis 1973, elle était déjà morte. Alors, j'ai toujours pris conscience que, premièrement, les femmes n'écrivaient pas beaucoup. Et deuxièmement, quand elles écrivaient, c'était pour dire des choses en surface. À part Marie-Vieux Chauvette, mais c'était toujours des romans où elles étaient en peine, où elles avaient de la misère à surmonter, tout ça. Et pour moi, c'était pas vraiment ce que je voulais. Je voulais des livres percutants, je voulais des femmes qui se battent, des femmes que la vie veut abattre, mais qui restaient quand même debout. Par conséquent, mes notes, elles étaient toujours là dans mon sac, dans ma poche, et peut-être même que je vais faire au public le plaisir de lui montrer ce que c'est qu'un de mes manuscrits. Peut-être que je risque de me faire traiter de folle, mais je prends le risque. Parce que quand on a ça dans ce cahier, tiens pour moi. Quand on a ça, c'est sûr que l'on dit, elle n'est pas bien de la tête, hein. Il y a des tas de notes, il y a des tas de choses. Il m'arrive de m'y perdre aussi. Ne vous faites pas d'illusions. Parce que des fois, la note qui est écrite là, c'est une note pour un roman qui a été commencé derrière. Hein? Des fois, par exemple, dans ce cahier-là, ce livre a commencé tout à fait à l'envers. J'ai commencé à noter les pages parce que j'avais commencé à écrire et je me suis dit que je vais faire 2 ou 3 paragraphes et voilà que le texte continue. Et voilà, si vous prenez mon cahier, vous n'allez pas comprendre parce que le cahier, il commence d'arrière en avant. Alors voilà ce que c'est qu'un écrivain qui prend des notes et qui écrit, qui dit tout ce qu'il a sur le cœur là, et après, il va tenter de se retrouver. Et lorsque vous voyez là, dans la marge, je ne sais pas si tout le monde peut voir, lorsque vous voyez qu'il y a des écritures dans la marge, c'est à ce moment-là que je sais que mon texte est en train de prendre corps. Pourquoi? Parce que c'est après la relecture, après les réflexions, maintenant, que je vais parfaire le texte. Comme aurait dit Victor Hugo, je vais coincer à droite, je vais coincer à gauche, et là, je vais avoir exactement ce que je veux. Alors, dans cette aventure de la femme-là, il faut que je dise que par rapport à la littérature masculine, évidemment, qui avait toute la place, et je me suis dit que je n'aimais pas non plus le rôle qu'on donnait aux femmes. C'est vrai qu'on admire Jacques-Stéphane Alexis, etc. Mais pour moi, l'image de prostituée dans un bordel, etc., l'image de prostituée, il y a beaucoup d'écrivains haïtiens qui vont donner aux femmes ce rôle-là où elles n'ont pas de force, elles vont subir à n'en plus finir maintenant le dictat de la société, le dictat des hommes. Je me suis dit non, je vais faire une autre littérature, une littérature de battante. Évidemment, et puisque Madame Guissel est là et qu'elle a fait une petite remarque sur la littérature féminine et féministe, je peux dire que moi, en tant que femme, je n'ai pas été aidée par des femmes qui étaient des féministes. OK? Et c'est pourquoi, peut-être 30 ans plus tard, je ne suis pas un auteur, des fois, dont on parle
parce que justement, celles qui devaient me pousser ne l'ont pas fait. Il y avait dans un jury, il y avait Paulette Poujol-Auriol, il y avait Marie-Thérèse Collimon-Hall, il y avait Madeleine Gardiner, toute l'avant-garde féministe et écrivaine. Et pourtant, il y avait Mona Guérin aussi. Et pourtant, la marginale a été au prix des champs et la marginale n'a pas gagné. Cette année, ils ont préféré donner, c'était 1987, ils ont préféré donner le prix à un auteur un homme, qui s'appelait Jacques Godard, qui avait écrit « Pourquoi les campestres saignent-ils » C'était un roman paysan. Pourquoi les campèches, le campéchier c'est un arbre. Pourquoi les campestres saignent-ils? Et là, voilà qu'il y a 5 féministes dans un jury et un livre comme La Marginale qui parle d'une jeune fille qui est violée et qui va essayer de s'en sortir, qui va se battre pour avoir son enfant, qui va défier la religion, la société, la famille et tout pour avoir son enfant. Et ça passe comme si de rien n'était. Alors, le combat maintenant pour les personnages féminins forts va commencer. Maintenant, pour revenir à la mal-aimée, c'est peut-être un peu cocasse ce que je vais dire, mais la mal-aimée a été conçue pour abattre ce jury-là. Je me suis dit que je vais écrire un roman tellement terrible que je vais les faire trembler. Et là, les idées ont commencé à germer. Il faut dire que pendant mon séjour ici, on m'a souvent posé la question, on m'a dit lequel de vos livres préférez-vous? Et j'ai pas voulu répondre parce que c'est comme si on me demandait lequel de mes enfants je préfère. Mais des fois, j'ai tendance à dire que je pense qu'un livre comme La Mal-aimée, c'est l'un de mes livres les plus complets, les plus forts, parce que c'est un sujet fort. Pour vous brosser un petit peu, parce que je risque de me faire gronder, pour vous brosser un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alessandra Lagardère. C'est une fille qui va naître noire, avec des cheveux noirs, épais, dans une famille de mulâtres haïtiens. Ça veut dire que sa mère est claire, ses sœurs sont claires, son père, entre guillemets, est clair, et la voilà avec une peau foncée, elle est noire. Et puisque dans la famille, elle sent que sa mère la déteste, elle se met à imaginer que c'est son père qui est son père, qu'elle est peut-être une fille adultérine, que sa mère a bien voulu prendre en charge, mais au fait, elle est la fille de son père. Et un beau jour, elle essaie de percer les mystères de sa naissance, parce qu'elle est comme isolée dans cette famille-là, où elle ne se reconnaît en personne. Et là, elle rencontre une ancienne servante de la famille qui lui dit, mais non, c'est tout le contraire. Tu es la fille de ta mère, pas celle de ton père. Alors pour elle, c'est la catastrophe. Pour elle, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, parce qu'elle dit, c'est pas possible. La personne que j'aime le plus, la personne qui me donne le plus d'affection, cette personne-là n'est pas mon père. Et c'est ainsi qu'elle apprend qu'elle est la fille d'un sbire de la dictature de Valériste. La famille a eu des problèmes avec les Duvalier. Duvalier a voulu les chasser du pays. Duvalier les a pratiquement traumatisés. Et au moment où ils décident de partir, alors pour ceux qui ne sont pas originaires d'Haïti, c'est peut-être seul Fritz Calix qui pourrait comprendre ça, il fallait que le président de la République signe votre passeport. C'est le président de la République, c'est le docteur François Duvalier seul qui devait vous autoriser à prendre l'avion. Et c'est ainsi que cette famille, qui était la famille Lagardère, est arrivée à l'aéroport un soir et elle ne peut pas partir. Ça veut dire que non seulement on a brûlé leur magasin, on a détruit leur commerce, et au moment où ils veulent s'en aller, eh bien non, c'est impossible, vous allez rester sur place.
Et c'est ainsi maintenant que la poigne va commencer à les étrangler. Et à un certain moment, le bras droit de Duvalier dit, eh bien, je veux cette jeune fille-là. C'était une petite jeune fille qui avait 18 ans, qui avait déjà un fiancé, et il dit, si vous voulez avoir la paix, moi je veux cette jeune fille-là. Le père se révolte, tout le monde est catastrophé, dévasté, c'est pas possible ce qu'il demande là. Mais ça devient tellement intenable, ça devient tellement impensable, qu'à la fin, cette jeune fille-là se dit, d'accord, j'accepte, je vais avec lui. Elle y va, les larmes aux yeux, mais elle se dit, c'est la seule façon de sauver toute cette famille-là. Et c'est ainsi qu'elle va être avec cet homme. Mais évidemment, elle ne l'aime pas. Elle avait déjà un homme dont elle était tombée amoureuse. Elle ne va pas pouvoir maintenant satisfaire à ses exigences au lit, puisqu'elle a plus de dégoût qu'autre chose. Et c'est ainsi que maintenant, cet homme qui devient méchant avec elle, parce que cet homme n'arrive pas à la séduire, parce que maintenant le préjugé de couleur commence à rentrer en action, parce que lui, il est noir et elle est mulâtre, et c'est grave. À la fin, il finit par lui dire, eh bien, tu ne veux pas de moi? Eh bien, tu vas me faire un enfant. Parce que là, je veux un petit mulâtre. Cette femme, elle se dit, waouh, c'est la catastrophe. Le ciel me tombe sur la tête. Elle ne sait plus comment s'en sortir. Oui, coucher avec lui, c'est une chose. Mais lui faire un enfant, c'est grave. Elle réfléchit, et à la fin, elle dit, ok, si tu me donnes 1 million, je te fais cet enfant. Puisque tu as envie d'avoir un enfant mulâtre. Parce que cet homme était déjà marié, il avait des enfants. Cet homme était déjà père de 6 ou 7 enfants. Mais là, tout ce qu'il veut, c'est marquer la vie de Maritza Lagardère et de lui faire cet enfant qui va lui coller à la peau le reste de son existence. Cet enfant mulâtre qu'il veut. Et là, elle a cru en lui demandant 1 million qu'il allait dire, oh, mais non, tu exagères. Il a dit oui, voilà, 1 million. Fais-moi cet enfant. Et là, la voilà en train de lui faire un enfant. Et cet enfant, malheureusement, il naît avec la peau foncée. Et lui, il n'est pas d'accord. Il dit, j'ai payé 1 million pour un mulâtre. Je ne veux pas de cet enfant-là. Et maintenant, la vie d'Alexandra Lagardère va commencer. Raoul Lagardère, lui, le fiancé, il se dit, bon, j'épouse cette femme. Moi, je n'ai pas besoin de savoir si elle a un enfant de ce monsieur, ça ne fait rien, je l'aime, je l'épouse. Il l'épouse. Et Alessandra est en train de grandir maintenant dans cette famille-là. Elle est en train de vivre chaque jour avec cette frustration au fond du cœur. Elle se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne ressemble pas aux autres? C'est la question identitaire qui la hante. Et là, maintenant, à travers le déroulement de l'histoire, on va comprendre maintenant ce qui va se passer. On va comprendre les mécanismes. On va comprendre pourquoi cette mère-là était capable de donner de l'affection à son enfant. Parce qu'au fond, le vrai père, le géniteur, il est là dans l'ombre. Il attend qu'elle fasse des démonstrations d'affection pour la faire chanter. Alors là, maintenant, le roman va démarrer. Malheureusement, il n'y a pas assez de temps pour que je vous raconte le reste. Oh. Mais j'aurais bien voulu, hein? Mais il y a une pression. Et là, Alexandra Lagardère. Oui. Je me demande quelle est la frontière entre le roman et la réalité, parce que tout me semble si réel. En plus, les noms des personnes sont des noms de familles, vraiment des familles riches, familles bourgeoises, familles mulâtres qui existent, qu'on connaît.
Où se trouve la frontière? Concernant les noms de famille, il y a une première chose que je peux dire, c'est que dès le départ, j'ai vraiment eu la volonté d'utiliser les noms de famille haïtiennes, les grandes familles haïtiennes. En général, quand j'écris, à partir des noms que je donne, on sait de quelle classe sociale l'on parle. Ça n'a pas créé de problème? Ça a créé des problèmes. Il y a des gens qui me disaient, tu n'as pas peur que la famille Intel vienne te demander des comptes? Mais moi, je disais, mais est-ce que c'est leur histoire? Les noms n'appartiennent à personne? Les noms n'appartiennent à personne? Est-ce que c'est leur histoire? Maintenant, si je me mets à raconter l'histoire de quelqu'un en utilisant son nom, ça va être un drame. Mais je vous assure, dire qu'une famille s'appelle Bora lorsque la famille n'existe pas en Haïti, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ça va se voir maintenant dans toute mon écriture. Et des fois, je fais exprès de donner des prénoms bien précis et des noms bien précis. Et les gens qui connaissent Haïti, qui connaissent le milieu, savent exactement de quelle classe sociale je parle. J'ai comme l'impression que les Lagardères sont noirs. Ils sont quoi? Ils sont noirs. Ils sont noirs? Non, pas du tout. D'accord. Non, c'est des familles mulattes entièrement. Presque blancs. Presque blancs. Je pense que je vais continuer mes petits commentaires en écoutant bien donc l'auteur invité ici. Tout d'abord pour les prix littéraires et la question du féminisme. Il y a une grande dame de lettres antillaises que vous connaissez tous, c'est Maryse Condé, n'est-ce pas? Alors Maryse Condé rejette obstinément l'étiquette ou le label de féministe. Elle ne veut pas être classée comme féministe, alors que ses romans, si on les lit, sont quand même de sérieuses défenses et illustrations donc de femmes fortes depuis le premier roman, Irima Conon, jusqu'à La colonie du Nouveau Monde. Dans La vie sans phare, elle va dévoiler la vie mouvementée qu'elle a eue. Et là, on pourrait encore faire le lien avec Haïti, n'est-ce pas? Puisqu'il a eu un premier enfant d'un Haïtien, Jean-Dominique, n'est-ce pas? Donc, elle a vraiment aussi... Également. Donc, on ne va pas raconter... Moi, je ne vais pas sortir le salinge de Madame Condé dans cette salle. Je vais pas... ça aussi, vous lisez La vie sans phare si vous le voulez. Là où je veux en venir, toutes les femmes de couleur qui défendent quand même leur droit à une égalité dans la société, dans la vie politique, etc., rejettent le terme féministe. Parce que c'est une fois de plus le féminisme un courant eurocentré, c'est une histoire donc de pensée blanche. Hein? Et donc, on ne se retrouve pas dans ces théories qui sont faites, qui sont enseignées également dans les grandes universités du vieux monde de l'Europe. Mais il y a pourtant quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est Audre Lorde. Et Audre Lorde, elle a remplacé ce terme de féministe par womanist. Womanist, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus généreux et ça inclut d'autres catégories de marginaux. D'enfants, par exemple les restes avec en Haïti, sont considérés aussi et défendus par les womanist writers. Donc les womanists, c'est un peu la version, on va dire, afro-caribéenne, africaine-américaine. Et là, donc, Maryse Condé se retrouve très bien là-dedans. Maintenant, pour les jurys, donc j'ai bien écouté et je reconnais donc votre position devant des membres pourtant féminins et qui ne lisent pas votre roman. Eh bien, là également, le monde peut être très, très dur et impitoyable. Et ce n'est pas parce que vous êtes jugé dans le monde académique, c'est pareil, hein, par des partenaires de votre sexe, que c'est un monde plus juste. J'ai pensé à l'Académie française. L'Académie française, combien de femmes? La première femme, c'est Marguerite Yourcenar, une Belge compatriote. Donc, 2 ans avant que ne paraisse donc votre roman 87, Yourcenar est élue à l'Académie. Et beaucoup, beaucoup d'hommes ont rouspété. Même Claude Lévi-Strauss. Ça m'a beaucoup déçu.
Claude Lévi-Strauss. Il y a eu des voix de protestation. Pourquoi une femme à l'Académie française? Vous vous imaginez? Alors la deuxième femme, ou la seconde grande auteure pour moi francophone est algérienne, Assia Diebar. Mais tardivement dans sa carrière. Elle avait déjà eu beaucoup de prix. Elle était presque incontournable. Et donc, quelques années avant sa mort, on lui a donné quand même cet honneur d'entrer à l'Académie. Donc l'Académie française, toutes les grandes institutions prestigieuses, prenons le Collège de France où vient d'entrer Mabankou, prenons encore l'Académie française où vient d'entrer votre compatriote Laferrière. Pourquoi encore une fois un homme, alors que moi je pourrais donner 5 candidates qui seront à mes yeux tout aussi importantes et qui auraient pu être candidates à cette même entrée prestigieuse. Je vais parler un tout petit peu de quelqu'un qui est haïtien et que j'ai invité en février dernier pour un colloque sur Lumumba et qui est pour moi un cinéaste haïtien extraordinaire parce que lui, il a compris la position de la femme et dès ses premiers films, notamment sur le duvalierisme, notamment sur les sacrifices qui sont presque comme des tragédies grecques, Antigonée, c'est-à-dire des filles qui doivent coucher avec le tortionnaire, etc. Raoul Peck, un homme sur les quais, c'est pour moi c'est extraordinaire comme film, et là le rôle de la femme est quand même très important, mis en relief, et donc on voit comment les femmes doivent négocier et donc manipuler aussi leurs proches en quelque sorte. Donc je trouve que Raoul Peck, et il le dit très clairement dans un premier film qu'il a fait pour Lumumba, donc comment sa femme lui a tout appris, comment sa femme est vraiment pour lui donc celle qui a raconté l'histoire de Duvalier, pourquoi la famille a dû quitter Haïti pour se retrouver au Congo, donc la colonie belge, et comment là, le même mécanisme d'oppression joue. Les femmes de couleur, sa maman avait une bonne formation, un bon diplôme, toujours est-il qu'à Kinshasa, donc elle avait le plus grand mal à trouver un poste équivalent. Vous voyez, donc ça joue partout, mais donc Raoul Peck est quelqu'un, et il me l'a dit dans des entretiens, qui a voulu en finir avec cette inégalité et donc à mettre en relief, donc à réhabiliter la femme. Et je pense qu'il le fait très bien dans ses derniers films aussi qui sont tournés à la Citadelle. Donc là, tu vois aussi que la femme de nouveau, doublement opprimée, elle a son corps et elle peut jouer de son corps parfois pour obtenir des faveurs, pour sauver un frère qui risque d'être torturé, pour sauver qu'un père ne soit pas déporté, etc. Donc voilà. Moloch tropical. Celui-là aussi. Donc, je pense que là, applaudissements pour quelqu'un comme Raoul Peck qui sort du lot, je vais dire, et qui est vraiment... je dis sort du lot parce que le cinéma aussi. Regardons, donc là, j'ai une belle photocopie en couleur que mon manager a fait. Je vais juste la sortir. C'est Joseph Zobel. Vous avez tous vu et lu le roman, mais qui a fait le film? Une femme, Özkan Palsi. Et c'est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Donc la rue Cazenègre. Et là, vous avez aussi le rôle de la grand-mère qui doit s'occuper des petits-enfants qui, pour échapper à la canne, leur dit il faut bien apprendre le français de France, il faut bien obtenir de bonnes notes pour avoir une bourse. C'est autobiographique aussi, Joseph Zobel. Il a une bourse, il peut aller étudier en France et donc le succès continue. Et je voulais aussi dire que c'est quand même important que cette solitude aussi, elle soit devenue une figure de bande dessinée. Donc moi, je trouve ça très important pour les enfants. Donc on leur donne des modèles positifs, des modèles vraiment. Et donc je pense qu'à chaque âge et à chaque composante, indépendamment de la classe ou de l'ethnie ou même les nouveaux venus, c'est-à-dire les nouvelles immigrations qui arrivent dans le bassin caribéen, ça c'est très important pour votre bibliothèque et pour mettre entre les mains de jeunes lecteurs. Donc je pense que voilà, c'est juste 2 exemples. Je suis en train de divaguer un peu et je vous rends le micro. C'est que je sais que vous devez pas. Ça va? D'accord. Non, je lui pose la question parce que je sais qu'elle doit partir. Mais elle a encore le temps. Elle a encore le temps d'être avec nous.
Mais oui, et nous non plus. Et nous non plus, on veut la suite. Non, pas de mal-aimé, puisqu'on lira le livre. Mais peut-être... Il y a peut-être une petite anecdote que je vais raconter sur la mal-aimée et que j'ai mis aussi dans mon dernier livre qui a sorti, qui s'appelle Vodoumoud. Et dans ce livre-là, j'ai écrit, j'ai laissé paraître ce que j'appelle des anecdotes parce que j'ai fait une compilation d'anecdotes. Parce que à chaque roman que je sors, il y a toujours une histoire qui m'arrive. Alors, ce sont des histoires dans l'histoire, des histoires dans l'histoire, repensées par l'histoire. Alors, c'est très compliqué, mais ce qui m'est arrivé avec La Marginale, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai écrit le livre en 91, tout de suite après La Marginale et Martin Thomas, parce que La Marginale, je l'ai écrit en 85, le Martin Thomas en 87 et La Mal-aimée en 91. Et voilà que je me retrouve enceinte jusqu'aux yeux avec un gosse de 2 ans en train d'écrire ce roman-là. Et là, voilà que je n'ai plus la disponibilité qu'il faut comme cash pour pouvoir faire corriger un roman qui faisait 102 202 mots. On me demandait près de $6 000 et je n'étais plus célibataire et je ne pouvais pas investir $6 000 dans la correction d'un roman. Alors c'est ainsi que ce roman-là va passer 13 ans dans un tiroir. Parce qu'entre-temps, je vais m'occuper des gosses, parce qu'il faut changer les couches la nuit, il faut allaiter, il faut après amener les enfants au kindergarten, ensuite au CP, ensuite il faut les leçons de piano, les leçons de karaté, les leçons de musique, les leçons, après il faut les faire étudier. 6 ans plus tard, je me suis dit, je vais sortir La Saison du Pardon, qui est un récit qui se passe en 1935 en Haïti, dans le sud-est d'Haïti, où 2 familles vont s'affronter pour une affaire politique. Et ça se passe sur Sténio Vincent, sur le président Sténio Vincent. Et comme ce n'était pas un roman volumineux, et que j'avais écrit aussi un recueil de nouvelles qui s'appelle Passion composée, je me suis dit, je vais me concentrer sur ces textes-là et laisser La Mal-aimée dans mes tiroirs jusqu'à ce que je puisse vraiment faire quelque chose. Et c'est ainsi que ces textes vont sortir avant La Mal-aimée, jusqu'en 2004. De 91 à 2004, ça fait 13 ans. En 2004, je reçois le coup de fil d'un journal, le journal Le Matin, qui me dit qu'ils ont besoin d'un feuilleton à mettre dans leur journal pour stimuler la vente, pour fidéliser les lecteurs et tout. Bon, je commence par dire que j'ai pas de texte, parce qu'ils me disent chaque vendredi, je dois leur donner quelque chose. J'ai dit, c'est de la folie, j'ai rien. Je ne vais pas prendre ce stress-là de pondre quelque chose chaque vendredi. Je leur dis non. Et là, tout à fait par hasard, je parle à une amie à qui j'avais parlé du livre et qui me dit, mais et La Mal-aimée, découpe le roman en épisodes et puis donne-le leur. Et c'est ainsi que je reviens sur La Mal-aimée, qui a passé 13 ans dans un tiroir, 13 ans sans que je l'ai relu, 13 ans. Alors, il ne faut pas oublier que je l'avais conçu pour ébranler ces dames du prix des champs. Et là, je me retrouve avec un livre dont je ne comprends pas ma révolte, je ne comprends pas la haine que j'avais contre la société, je ne comprends plus pourquoi j'en voulais tant à l'Église catholique. Avec 2 enfants, mes insomnies, c'est sûr que mes feux sont cassés. Et là, je commence à enlever des choses. Je me dis, non, je n'ai pas besoin d'écrire ça, je ne me retrouve pas. Quelle fièvre m'avait habité, quelle folie s'était emparée de moi, et j'enlève. Et là, brusquement, je me sens mal. Mais je n'arrive pas à déterminer la cause de mon angoisse.
j'ai quelque chose qui me tient là et qui m'oppresse. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas dormir, je ne peux pas vivre, je n'ai pas envie de manger. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari, lui, il croit que j'ai un amant. Parce que c'est clair, tu as un amant. Parce que là, tu n'as plus ta tête. Tu ne parles pas, tu ne ris pas, tu es angoissé. Encore un peu, c'était le drame. Parce que là, j'étais vraiment devenue incompréhensible. Et au fur et à mesure, maintenant, j'ai réfléchi. Je me suis demandé, mais à partir de quand j'ai commencé à avoir ces problèmes-là? Et j'ai commencé à comprendre que c'était le fait d'avoir touché à mon livre qui me donnait autant de problèmes. Je me suis dit, waouh, le texte ne veut pas que je le touche. Je suis en train de vous dire quelque chose de terrible là. Parce que moi, je crois que les textes ont leur propre existence. Ils font ce qu'ils veulent, ils sortent quand ils veulent, ils sortent comme ils veulent. Parce que le roman, là, il va sortir dans le journal, ça va être la fête pour lui. Mais il a décidé de sortir comme ça. Et là, je vais devant mon ordinateur et je remets le texte à sa place. Je remets tout à sa place. Et là, c'est le calme plat. Je suis heureuse. Je souris aux anges. Tout redevient normal. Et à ma grande surprise, qu'est-ce qui arrive? Le texte sort dans le journal et les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire, tu sais quelle partie j'ai le plus aimé? C'est exactement les parties que j'avais enlevées. C'était incroyable. Je me disais, c'est pas possible. Et là, j'ai compris ce jour-là qu'on n'est plus maître d'un texte à partir du moment qu'on a fini de l'écrire. Vous aurez beau faire, vous aurez beau dire. Et des fois, on me dit, mais c'est toi qui as écrit le livre. Tu aurais pu épargner à un tel une mort aussi violente. Mais je suis la première, des fois, à avoir de la peine pour un personnage que j'ai moi-même tué. Et là, les gens, ils me disent, assassin, criminel, tu as tué un tel. Des fois, on cherche une solution. On se dit, bon, ok, on va faire quelque chose, on va le ressusciter. Mais ça ne colle jamais. Hein. Ma fille, elle était dans mon ventre quand je concevais ce roman-là. Et 18 ans plus tard, elle lit le livre et elle me dit, non, maman, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de tuer Tony Martineau. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Elle dit, non, tu fais un tome 2. Je dis, mais je vais faire un tome 2 30 ans plus tard, c'est pas possible. Elle me dit, non, tu fais un tome 2 et tu le ressuscites. Ce tome-là, il ne peut pas mourir. Voilà tout ce qui découle d'un roman, tout ce qu'il peut susciter comme passion. Et les gens qui m'en veulent, ils m'en veulent vraiment. Hein. Des fois, ils me rencontrent dans la rue, ils disent, je t'ai à l'œil, hein, toi. Je t'ai à l'œil. Tu assassines les gens que l'on aime. Voilà tout ce qu'il y a autour d'un roman. Il m'est arrivé de recevoir un coup de fil à 4 heures du matin, une lectrice qui m'appelle à 4 heures du matin. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème? Je peux t'aider? Elle me dit, mais non, j'ai pas de problème. Je suis en train de lire ton livre et je me dis, Maggie est en train de dormir tranquillement dans son lit et moi, je suis là à veiller pour lire son livre. Non, je me suis dit, je vais te déranger. J'ai dit, waouh, quelle passion. Et là, je suis obligée de dire, tu sais combien de nuits blanches moi j'ai passé pour l'écrire? Elle me dit, je ne peux pas attendre le prochain épisode. Je vais te payer pour que tu me dises ce qui va se passer. Je dis, je ne peux pas faire ça. J'ai signé un contrat avec le journal, justement pour tenir les lecteurs en haleine. C'est sûr que le directeur ne sera pas content de savoir. Et je sais bien, je connais mes compatriotes. La première chose qu'elle va faire, elle va appeler tout le monde et dire, tu sais que Maggie m'a vendu le texte. Elle va me vendre. Hein? Dès que je lui aurai vendu, elle me vendra. Alors c'est toute cette ambiance-là qu'il y a autour de ces livres-là. C'est comme une magie. Le lecteur, je sens qu'il y a comme un cordon ombilical qui me lie à lui-même. Il m'est arrivé une fois de penser à une musique en écrivant un texte. Et un lecteur est venu vers moi, il m'a dit, c'est drôle, quand je lis ton livre, j'entends telle musique.
Là, j'ai été abasourdi. J'ai dit non, c'est pas une chose simple, l'écriture. C'est pas une chose simple, c'est une chose très complexe. Et il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir convaincre. Je disais ce matin aux plus jeunes qui sont là, l'écrivain, c'est exactement le générique qui passe après le film. Il y a 2000 personnes dans ce générique-là. Celui-ci a fait l'éclairage, celui-ci a fait les costumes, celui-ci a fait le maquillage, celui-ci a tenu un perchoir, Eh bien, l'écrivain, quand il est à sa table de travail, c'est lui qui est le décorateur, c'est lui qui est le maquilleur, c'est lui qui est le psychologue, c'est lui qui va monter l'histoire, qui va donner des tempéraments, des caractères aux personnages. Et c'est lui, à la fin, qui est tout le générique. C'est lui qui va te dire quelle musique qu'il y a dans ce texte-là. Ça veut dire qu'il s'occupe aussi de la musique, il s'occupe de l'éclairage, il s'occupe. C'est une tâche énorme. Et après avoir fait tout ça, il faut convaincre. Il faut que quand on lit vraiment, on se dit ah, elle me dérange, je ne peux pas lire, c'est trop fort. Oh, elle n'aurait pas dû faire ça. Alors là, maintenant, on sait qu'on a réussi quelque chose. C'est ce qu'on appelle la puissance d'évocation. C'est une chose très difficile à avoir. Passer les émotions. Parce que si on laisse le lecteur indifférent, eh bien, on a échoué. Il faut bien que le lecteur soit bouleversé, dérangé après la lecture du livre. Il faut qu'il ait envie d'appeler un copain, une copine et lui dire, tu sais, je viens de lire tel livre, il faut que tu le lises parce qu'il faut qu'on en discute. Parce qu'il ne peut pas le garder pour lui-même tout seul. Il ne peut plus. Là, on est parti à la conquête du lecteur. Elle a une telle passion et on sent que vraiment ça fait vibrer. Celle qui est à côté, Madame Gisèle, est bouillonne de passion si elle veut réagir. Mais avant, on va t'écouter. Merci, Fritz. La question que j'aimerais poser à Madame Gisèle, mais aussi à Marguerite Papillon, c'est en fait quelles sont les thématiques d'une littérature féminine et en particulier les thématiques qui nous permettent de reconnaître une littérature féminine dans la Caraïbe. Je suis venue un peu avec cette question-là et j'aimerais pouvoir amorcer les réponses. D'accord. Je réponds? Oui, je me sers du micro. Je vais d'abord faire une remarque. Il n'y a que 5 hommes dans la salle. Normalement, dans d'autres conférences, c'est plutôt le contraire. Donc, je salue les braves parmi nous. Je salue aussi le régisseur qui est dans la salle. J'allais lire un très beau passage de Pluie et vent sur Télémé Miracle pour justement enchaîner avec ce qu'elle vient de dire. Simone Schwarzbart a été saluée dans la rue, a été arrêtée par des lecteurs et lectrices qui ont dit « c'est mon histoire, j'ai reconnu ma vie, c'est extraordinaire ce que tu as raconté ». Et donc ce roman a été passé au théâtre, il a été lu dans des classes, dans des amphis, donc ça je trouve extraordinaire. Et donc je vais vous dire donc la thématique qui est ici et qui est comme un template, pour le dire en anglais, dans de nombreux grands romans de Jamaica Kincaid, que j'adore, Antigua, de Edwidge Danticat de Haïti, que j'adore, très grande dame, de Toni Morrison. J'ai fait un bouquin parce que Les Campêches, pourquoi saigne-t-il? Le titre est une réécriture, une intertextualité avec Sula, où la première phrase c'est pourquoi les cerisiers ne sont pas fleuris. Et c'est la question de l'inceste dans une famille. Donc thématique, parlons-en. Ce sera certainement donc la maternité. Donc le problème que pose maternité désirée, non désirée. Ça revient tout le temps. La place du père et le nom du père avec beaucoup de points d'interrogation. C'est une constante que je découvre de Morrison, donc à Maryse Condé, en passant par Paul Marshall, etc. La quête identitaire, mais ça vaut tout aussi bien pour les hommes, mais la quête identitaire, donc je dirais, à transmettre avec un triangle de composantes. Je m'explique. Donc il y a la question de la race, mais je mets race entre guillemets. Donc la question des racines
africaines ou amérindiennes ou européennes, donc métissées, la place dans la société que va pouvoir conquérir la femme. Et souvent, donc je viens de le dire, c'est une place subalterne. Donc il y a Spivak, une grande théoricienne des post-colonial studies qui parle de subaltern studies. La femme est d'office subordonnée et donc elle doit sortir de ce corset. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir y arriver? Ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Et puis le gender. Et donc comme je viens de citer ce titre du sociologue, My Mother Who Fathered Me, la femme est vraiment dans une position vraiment, vraiment compliquée. Parce qu'elle peut exprimer l'amour qui est spontané pour son enfant, mais en même temps, elle doit exercer une autorité donc masculine presque sur cet enfant. Donc, ça ne va pas. C'est deux rôles qui sont quelque part incompatibles. Et donc, ça crée vraiment des tourments, des tiraillements dans la psyché d'une femme. Donc, comment allier ces contraires? Comment donner une bonne éducation? Donc, hier, j'ai parlé à Jazor de Damas, dont le poème le plus connu est « Ok », mais c'est la mère, comme la mère là dans la rue Cazenègre, qui dit tout le temps « Fais ceci, fais cela, ne fais pas ça, mets tes mains sur la table, mange bien avec ta fourchette, etc. » Mais c'est un désastre, parce que la mère doit tout le temps être sévère et impitoyable alors que l'enfant demande de l'amour, demande de la tendresse. Mais s'il veut bien réussir dans cette société, il faut donc chercher le bon milieu et donc la maman ne peut pas toujours trouver donc le bon milieu. Donc une autre thématique est justement la sexualité, le rapport à l'homme, c'est-à-dire que la femme potomitan, elle a appris quelque part un rôle, et c'est-à-dire séduire et être toujours belle. Et je vois autour de moi beaucoup, beaucoup de beauté. Je me dis, moi, je ne sais pas me maquiller comme ces Antillaises, je n'ai pas ces boucles d'oreilles, etc. Donc, des beautés, vous êtes vraiment, je dirais, formatés quelque part dès la jeune enfance. Vous m'applaudissez? Non, il faut... C'est une moustique. Je me dis, ou bien il me hue, ou bien il me... Non. Et je veux dire que, donc, on est dans une société où la femme doit être comme ça. Et je voudrais tout doucement et prudemment dire, pas exagérer non plus, parce que on se plie à une certaine attente. Et de la même façon, l'homme dans les livres doit toujours, et encore beaucoup trop souvent, le macho, l'homme viril, l'homme qui ne peut pas montrer ses émotions, ses pleurs, ses larmes, etc. Et donc là, justement, les femmes travaillent beaucoup pour reformater, pour changer ces gender roles qui sont aussi anciens, donc les rôles genrés, on dit dans les études du gender, ces rôles genrés qui doivent être complètement revus, révisés à la base, pour que ces inégalités de classe, de race, mais aussi donc de gender disparaissent. Et là, la société va vraiment se porter mieux. Et aussi, je pense pouvoir, c'est un autre thème très très fort, c'est l'exil et la migration, forcée ou pas forcée. Et justement, comment, là encore, la femme doit faire en sorte que le nouveau contexte dans lequel on est, eh bien, la femme va toujours être celle qui préserve les traditions, qui préserve les contes, qui transmet donc le là-bas qu'on a quitté, le pays qu'on a perdu, la nourriture. Le premier devoir sera de trouver les racines, comme dans le pays, de cuisiner comme là-bas. Donc, elle a énormément de tâches et elle ne peut pas toutes les faire. Donc, il faut absolument que ces rôles de ces autres membres de la famille soient revus. Voilà ce que je dirais pour la thématique. Je ne sais pas si j'ai... Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a Madame Romanos. Honneur et respect. Moi, je dirais quand même que je ne serais pas aussi catégorique en parlant du féminisme, en parlant de l'aspect
l'espèce masculine parce que je dirais, c'est important de savoir qu'en chaque être humain, si c'est une femme, il y a quelquefois l'aspect masculin, on peut dire 30% et 70%, pas 50-50 quelquefois, mais enfin, voilà, il y a quand même 40% si on veut, et l'autre partie, il y a 60% qui est vraiment féminin. Bon, c'est vrai, ici en Guadeloupe, on pourrait dire 50%, parce qu'il y a le potomitan qu'on dit. Bon, alors, il est important de dire que chez chaque être humain, même chez l'homme, c'est pour ça que quand il écrit, des fois, l'homme travaille beaucoup plus cette subtilité féminine qu'il a en lui. Et on peut considérer aussi qu'il y a le même pourcentage des deux côtés. Donc, je ne voudrais pas qu'on dise trop, c'est aussi clairement exprimé, non. Il y a plus chez les auteurs, et même un peu partout, chez l'être humain lui-même, plus de, comment dire, il faut dire que c'est plus complexe que ça, et il faut travailler un petit peu avant d'être aussi, j'allais dire, il ne faut pas simplifier cette situation. Non, c'est très bien ce que vous avez dit, hein, j'apprécie, mais je veux dire, il faut aller un petit peu plus loin, surtout, ensuite vous avez parlé de Michel Lacrosil et de Suzanne Lacascade, des auteurs guadeloupéens. Bon, je les ai connus dans un ouvrage qui leur était consacré. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de thèse, mais c'est à nous de faire le travail. Ah oui. Mais est-ce qu'on retrouve ces livres aussi? C'est ce qui est important. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas leurs livres? Voilà, on ne les retrouve pas. Alors, moi, je dis qu'il y a beaucoup de travail à faire autour de la littérature guadeloupéenne et féminine. Et j'ai remarqué que chez nous, les écrivains, il y avait beaucoup de femmes par rapport à la Martinique où il y avait beaucoup plus d'hommes écrivains. Et deuxièmement, autre chose qui est important, c'est que les poètes étaient plus souvent des hommes. Quand nous avons fait une anthologie des poètes de la Guadeloupe, je peux dire qu'il y avait 65% d'hommes, si ce n'est pas 70%, et il y avait beaucoup moins de femmes poètes. Bon, les choses sont très variables, hein. Ça dépend du moment, ça dépend de la situation, ça dépend de choses qui devraient se dire, mais en tant qu'écrivain, les femmes écrivent beaucoup. Voilà. Les femmes guadeloupéennes, j'ai constaté par rapport aux femmes, maintenant c'est un petit peu plus en Martinique, mais enfin, je compare avec Martinique et Guadeloupe. Merci. Je vous laisse répondre ou je pose la question? Moi, je voulais vous demander deux choses. Alors, la première, c'est par rapport à la question de la femme potomitan, où j'avais l'impression que ma génération, je ne parle pas de littérature, mais ma génération est fatiguée de cette image de femme potomitan, et je crois qu'on la rejette, mais complètement maintenant. Et je ne sais pas si vous avez cette expérience en littérature, est-ce que vous vous êtes rendu compte que cette nouvelle génération aussi est en train de le rejeter? C'est-à-dire qu'on veut des rôles partagés, on veut des hommes qui font comme nous et qui n'ont pas le sentiment de nous aider, mais de faire, et tout simplement. Et moi, je parle au regard de la société. Alors ça, c'était ma première question. Et puis la deuxième, pour Margaret Papillon, lorsque j'ai une émission littéraire et lorsque je l'ai commencé, c'était le premier livre que j'ai présenté, c'était Saison sauvage de Katie Mars. Et lorsque j'ai lu La Mal-aimée, il y a eu un truc... Et j'ai dû aller chercher qui a écrit quoi en premier. Et ça m'a obligée à aller faire des recherches et à comprendre en fait qu'il y a eu donc visiblement un énorme plagiat. Je ne sais pas si c'est de l'admiration, si c'est... Je ne veux pas rentrer sur le terrain, mais en tout cas, dans tous les cas, j'avais ce sentiment qu'il était question de remettre la femme forte au centre de tout. Mais
Attends, juste une petite Oui. parenthèse, j'aimerais te signaler que j'ai donné l'année Oui, 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 oui. 2004 comme année de référence pour la première sortie de la Malémie. Mhm. Et le roman de Guy Clémence va sortir jusqu'en 2010. 2010. Et en 2008, le roman est sorti en version brochée et par Éducavision. Par conséquent, et là, il y a pas de doute là-dessus. Ok. Tu peux continuer maintenant. Ce que tu dis m'intéresse. Maintenant, je m'excuse parce que je veux continuer sur la petite pente qu'elle a ouverte là. Comment dans ce monde où les femmes étaient supposées être solidaires, je vais parler d'une chose grave en littérature féminine haïtienne. Comment dans ce monde où les femmes auraient dû être solidaires, elles peuvent être des ennemies. Comment une femme qui écrit maintenant peut vouloir effacer une autre qui écrit et la société suit le mouvement. Parce que ce qui est arrivé était une chose grave et personne n'a rien dit. Les hommes comme les femmes. Les stations de radio qui ont des femmes comme animateurs, comme les hommes animateurs. Est-ce que dans tes recherches, tu as compris qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans tes recherches, tu peux me dire, parce que moi je cherche à comprendre, comment cette littérature fonctionne, comment ce temps-là fonctionne. Évidemment, pour parler encore de femmes en écriture, je suis sûre que les hommes m'en veulent d'écrire tout ça. Hein? Ah, ils m'en veulent terriblement. Hein? Ils m'enlèvent sur les listes, ils effacent mon nom, ils me barrent la route. Mais pourquoi les femmes en font de même? Pourquoi dans une société, un problème aussi grave qu'un plagiat peut arriver, ce sont des... Comment je peux exprimer ça? C'est même plus qu'un plagiat, c'est de la contrefaçon. Comment dénoncer un vol et tout le monde se tait, les hommes comme les femmes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Madame parlait de 50%, 70%, 82%. Mais moi, je me demande dans quel genre de pourcentage je suis. Est-ce que je suis 50% homme, 50% femme, ou bien 0% homme, 0% femme? Qu'est-ce qui arrive dans un moment aussi terrible, dans une société où on fait tout pour m'exclure? Les hommes ont peur de moi. Même quand ils font un festival, ils disent enlevez-la, enlevez son nom. Il n'a pas besoin d'être là. On me minimise. Et puis qu'est-ce que font les femmes? Elles sont d'accord avec ça. J'ai envie de dire, Margaret, c'est vrai qu'il y a des auteurs connus et des auteurs inconnus, des auteurs qui sont dans la marge, des choses de ce genre, mais je n'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que tes livres circulent bien en Haïti. Mais ils circulent parce qu'il y a le bouche à oreille. Qu'ils sont lus. Parce qu'ils sont bons. Oui. Parce qu'on les aime. Donc, mais la presse, les hommes dans la presse, ils ne vont pas me faire de cadeaux. Je suis une femme qui dérange. Je suis une femme dérangeante. D'ailleurs, j'écris sur tellement de sujets qui n'arrivent pas à me cerner. Je suis une femme qui... Vous savez ce que c'est qu'un homme qui vous regarde et qui vous dit « Mais vous êtes très intelligente hein, pour une femme. » Vous pouvez tomber des nues. Hein? Imaginez-vous ça. Quelqu'un vous dit ça. J'ai un ami un jour qui m'a dit il connaît 2 femmes intelligentes. Moi et Régine Elie. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit mais vous êtes plus intelligente que des hommes. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est comme si tu étais une espèce à part, une espèce différente. Hein? Maintenant, le pourcentage va être très important. Il y a une chose qu'il faut connaître dans cette société-là.
je vais vous donner un très simple exemple. Je sors un livre qui est Martin Thomas, 91. Aristide venait de monter au pouvoir en février 91. Je le sors en mai 1991. Et là, je l'envoie dans la presse pour faire une émission de télé, en direct. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Valesco, à qui j'ai offert le livre, et je lui ai dit, rendez-vous dans 2 semaines, je viens faire une interview. Et là, j'arrive à l'interview, je lui demande, vous avez lu le livre? Il me dit, non, je n'ai pas lu le livre. Je dis, mais c'est pas possible. Vous n'avez pas lu le livre, comment on va faire une interview? Il m'a dit, on va faire l'interview. Je dis, bon, au moins, est-ce que vous avez préparé des questions? Il me dit, non, je n'ai pas préparé de questions non plus. Là, je tremble, je dis, mais de quoi va-t-on parler? Vous n'avez pas lu, vous n'avez pas préparé de questions. Une interview en direct. Moi, ils m'ont déjà fait ce coup-là en Haïti. Hein. On vous dit interview en direct, on va vous coincer. Parce que vous êtes une femme, évidemment. Et puis là, quand il me voit stressée, tremblante, il me dit, comment? Vous n'êtes pas mariée? Je dis, oui, je suis mariée. Quel rapport? Il dit, vous n'avez pas fait d'enfant? Je dis, oui, j'ai des enfants. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Une femme doit avoir peur de 2 choses dans l'existence. Perdre sa virginité et enfanter. Et vous avez déjà fait tout ça. Alors, voilà comment, à une émission de télévision, supposément, mais il n'aurait pas fait ça à Roger Gaillard. Il n'aurait pas fait ça à René Despestre. Il n'aurait pas fait ça à Jean Métellus. Oh oui, mais il n'a même pas besoin de lire. Qu'est-ce que j'ai dû écrire? Ah, peut-être que j'ai écrit que j'étais en train d'allaiter mon bébé, etc. Voilà comment fonctionne une société. Une société qui se dit, entre guillemets, démocratique, etc. Et voilà que c'est ce genre de comportement-là qui revient à n'en plus finir. Et là, moi, je peux affirmer, sans me tromper, qu'il y a des femmes en Haïti qui sont plus machistes que les hommes. Pas une seconde, elles ne vont promouvoir une autre femme. Pas une seconde, elles ne vont l'aider à grandir dans ce qu'elles font. Et encore, une autre chose encore plus grave, c'est que toutes les organisations féministes qui existent vont s'occuper de petites gens. OK? Ils ne vont pas s'occuper d'une femme qui peut déjà s'épanouir seule, comme si, bon, elle-même, elle n'en a pas besoin. De toutes les façons, on ne va pas recevoir des fonds pour elle. On va recevoir des fonds pour la petite malheureuse, la marchande dans la rue, à qui maintenant on veut donner une petite aide, etc. Ce qui veut dire que le mouvement féministe, pour moi, ne vaut rien du tout. Ne vaut rien du tout en Haïti. Parce que j'ai été livrée à moi-même, et si je n'avais pas cette passion d'écrire, je n'avais pas cette force pour écrire, eh bien, j'aurais abandonné depuis longtemps. Parce que ça a été comme un matraquage à ne plus finir. J'ai 30 ans d'écriture, je n'ai pas fait une interview avec un magazine féministe en Haïti. Mais ça n'a pas de sens. Que font les femmes? Que font les femmes dans ce pays? Elles ne se disent jamais, bon, il y a une femme qui a écrit plus de livres que les hommes. Elles ne vont jamais le dire. Elles vont le taire. Et on revient à madame, au fond. Elle préfère taire même mes scandales pour que je ne paraisse pas. On préfère accepter de ne rien dire. On préfère même abandonner Kathleen à son triste sort, parce qu'en ne la défendant pas non plus, on l'écrase. Mais il ne faut pas faire plaisir à Margaret. Il ne faut pas lui donner la chance d'être médiatisée. Il ne faut pas lui donner la force qu'il y a dans un scandale. On préfère ne rien dire. Et là, ça fait encore un plus gros scandale. Parce qu'ils ne peuvent pas me faire taire, moi.
peuvent pas me dire quand tu iras en Guadeloupe, n'en parle pas, hein. Quand tu iras à Paris, n'en parle pas, hein. Quand tu iras à Montréal, n'en parle pas, hein. Maintenant, qui peut me mettre une muselière? Personne. Et voici un combat qu'une femme, dans l'écriture, est obligée de faire en 2016 avec d'autres femmes. Qu'elle s'appelle Yannick Lins, qu'elle s'appelle Paulette Poujol-Oriol, qu'elle s'appelle Evelyne Drouillot, qu'elle s'appelle Marie-Célie Ayan. C'est exactement le même comportement. Ah, c'est toi, Margaret Papillon. Oh, on ne se connaissait pas, hein? Toujours la même réaction. C'est comme si mon nom était effacé, que je deviens transparente et je passe au milieu de tout le monde. Personne ne me voit. Voilà ce que c'est que les femmes féministes en Haïti. Moi, excusez-moi, mais je ne crois pas du tout en ces choses-là. Oui, puisque je suis l'un des 5 hommes que Mme Guissels a compté, 2 ou 3 remarques, si vous voulez bien. D'abord, merci d'être là. Et je suis très heureux. Je ne connaissais pas votre nom et ni vos livres, et je trouve que c'est une excellente initiative que l'ensemble des bibliothèques, si j'ai bien compris. Voilà, Madame Nétri est là, elle est à la tête de tout ça. Bien, alors je crois que c'est quelqu'un qui mérite d'être félicité. C'est quelqu'un qui mérite d'être félicité, et l'ensemble des bibliothécaires qui donnent l'occasion à un public sensibilisé de découvrir un nouvel auteur, une nouvelle auteure, puisqu'il faut féminiser les choses. Et j'espère que pas si nouvelle que ça, hein. Mais nous ne le connaissions pas avant, donc pour nous c'est du nouveau. Je ne vais pas vous faire semblant je découvre. Et je suis comme Madame Guissel, je suis très heureux de découvrir. Nous n'arrêtons pas, mais nous sommes très heureux de découvrir. Et tant mieux que vous soyez en Guadeloupe, et tant mieux qu'il y ait un réseau de bibliothèques qui puisse vous aider à vous déplacer et découvrir des publics. J'ai vu qu'il y avait des scolaires, donc je crois que c'est une excellente initiative, et qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Je trouve ça très bien. Alors, j'ai 2 ou 3 remarques. Je ne vais pas embêter Madame Guissel sur des détails, mais on peut retourner à Fanon rapidement. C'est vrai que Fanon a massacré Mayotte-Capétia injustement, pour des raisons de psychanalyse rapide, de psychanalyse sommaire. On avait une femme qui racontait son désir de vivre avec un blanc. Je suis moins sûr qu'il n'ait pas massacré autant le monsieur qui voulait vivre avec une blanche, le monsieur noir Jean Veneuse dans Un homme pareil aux autres, parce qu'il a lui aussi essayé de régler des comptes sur les désirs du noir d'une femme blanche. Donc il a organisé les choses dans son monde. Fanon nous laisse un héritage intéressant, et puis il a ses faiblesses, comme tous les grands hommes, et j'ai envie de dire comme toutes les grandes femmes. On est dans un univers qui est masculin, et on est donc dans un univers où les femmes ont eu le droit de vote plus tard, ont eu le droit de parler plus tard, ont eu le droit d'écrire plus tard. Et moi, je trouve ça très bien que justement, ça donne l'occasion des femmes de faire ce chemin-là. Mais je suis un peu comme l'intervenante de tout à l'heure. Je crois que la femme potomitan, c'est une invention. Et méfiez-vous, ça peut être une invention masculine pour couillonner les femmes. C'est utile, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut. Mais je ne suis pas sûr que ça existe, la femme potomitan. C'est aussi un mythe, et qui peut fonctionner à certains moments. Moi, j'admets que vous avez un combat, vous expliquez votre combat, et vous mettez votre combat dans vos livres. Maintenant, après, il y a une valeur littéraire, et il y a un marché littéraire, et le marché, il est libéral et injuste. Donc, il y a des gens dans le marché, dans tous les marchés du monde, qui massacrent certains produits, qui massacrent certains producteurs et qui favorisent d'autres. C'est un marché. Et le marché de l'art est un marché comme un autre. Il est injuste, il est ingrat. Et tant mieux quand vous vous battez, parce que si vous vous battez pas, personne ne va vous battre pour vous. Alors, il y a une question derrière, c'est la maison d'édition, parce que j'aurais aimé savoir qui est derrière. Les livres, ils ont l'air d'être jolis, joliment présentés, en tout cas ils ont de la gueule. Donc qui est-ce qui est derrière? Non, mais je dis ils ont de la gueule parce que je vois des unes, en tout cas alléchantes. Pour répondre à cette question-là, je vais commencer par
par vous raconter une petite histoire. J'étais très jeune, j'avais 17 ans, et parce que mon père avait été emprisonné sous Duvalier et qu'il a passé beaucoup de temps en prison pour des raisons qu'il a toujours ignorées, etc. J'ai dû travailler très tôt dans ma vie. J'avais 15 ans que je travaillais déjà à la compagnie électrique d'Haïti, à l'électricité d'Haïti, parce que je savais déjà taper à la machine. Alors, très tôt, j'ai fait mon argent, j'ai payé mes études et j'ai payé les études pour les plus petits que moi. Et c'est comme ça qu'un jour, il y avait un Canadien qui était notre préfet de discipline, et il était venu dans la classe nous dire « Vous avez vu Devine qui vient dîner ?» Tout le monde était excité. Il dit « Oui, monsieur, on a vu Devine qui vient dîner, monsieur. Oh. » Et puis il dit « Eh bien bon, dans ce film-là, vous avez vu que c'était un noir qui avait maté des blancs. Eh bien, dans notre cas, ce sera moi, le blanc, qui vous matera, vous, les nègres. » Alors là, c'était la chose à ne pas dire à Margaret Papillon. Parce que depuis ce jour-là, cet homme, il a vu noir avec moi. Au contraire, je l'attendais pour faire une bêtise. Dès qu'on me disait, le voilà, je faisais quelque chose de grave. Et un jour, il m'a dit de rentrer chez moi et de revenir avec mes parents. Et là, je suis revenue le lendemain. J'étais seule. Et puis, je me suis assise. Il m'a dit, où sont vos parents? Tu peux me prêter ta chaise? Je me suis assise sur l'autre chaise et puis je dis, je suis mon parent. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, l'élève va vous répondre, monsieur, écoutez, là, le type, il était dépassé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, ça veut dire que c'est moi qui paie mes études. Il n'y a personne qui peut me dire quoi faire et comment me comporter à l'école. Vous avez été méchant, vous avez été haineux, et moi, je vous réponds avec les armes que j'ai. Je ne suis pas en train de faire une digression. Je suis en train de vous montrer quel genre de tempérament j'ai. Et moi, quand on me met des barrières, au lieu de me faire reculer, c'est comme si on avait lâché de l'huile sur le feu. Tout ce que vous voyez là, je le fais seul. Les couvertures, les livres, les corrections, je lis, je relis, je corrige. Je suis devant un programme qui s'appelle Photoshop. Je fais mes couvertures, je fais mes livres. Je prépare la campagne publicitaire, je prends un avion, je vais le signer, je parle au public, je retourne chez moi, je retourne devant mon computer et on recommence. Voilà ce que j'ai dû faire pour que cette littérature-là existe. Maintenant, avant que vous posiez une nouvelle question, je vais vous expliquer ce que c'est maintenant que ce combat-là. Ce combat-là, c'est que je vis dans un pays où il n'y avait pas de maison d'édition. Je l'ai dit tout au début, Duvalier était là, les écrivains étaient en exil, les professeurs étaient partis dans d'autres pays faire la classe à d'autres peuples. Ça veut dire que rien n'existait. Quand j'ai pris mon courage à deux mains pour publier en 1987, eh bien, c'était un grand combat. Et là, maintenant, comme c'était difficile, je l'ai toujours fait. Moi-même, je publiais à compte d'auteur. Et peut-être que ça m'a défavorisé parce que les autres qui ont publié dans les maisons parisiennes sont arrivés depuis 30 ans en Guadeloupe. Mais moi, je le répète encore, j'ai fait la route à pied. Et pieds nus. OK? Pieds nus. OK? Ce qui veut dire que tout ce que vous voyez là, et ça m'a fait plaisir que vous dites que c'est bien, que vous aimez les jaquettes de mes livres. Cette jaquette-là, ma fille a fait la peinture. Cette jaquette-là, c'est un ami peintre, puisque mon mari est peintre, je suis peintre, mes enfants sont artistes, nous avons tous des amis artistes, et ils sont très heureux que je puisse les mettre sur les couvertures de mes livres. Ça, c'est encore ma fille Coralie qui l'a fait. Ça, c'est moi-même. Je suis aussi peintre. C'est une illustration de moi-même. Ce qui veut dire que mon combat dans cette littérature-là, il est entier.
il est total. Du début jusqu'à la fin. Je conçois le livre, je l'écris, je le corrige, je l'édite, je le formate, je fais ma mise en page, je fais tout de A à Z. Et maintenant, je vais le mettre sur le marché. Et maintenant, je vais aller me battre avec les libraires. Je vais aller me battre avec les animateurs de radio. Je vais me battre. Voici le combat. Voici le combat. Et là, maintenant, quand je vois ce que j'ai fait, des fois, je me dis, waouh, où est-ce que je prends ce courage-là? Est-ce qu'un jour, je ne vais pas m'effondrer? Parce que passer 20 heures devant un computer, vous savez ce que c'est? 20 heures devant un computer. Quand on relit un texte, et qu'on a écrit « L'Amazon est belle », et que c'est soi-même encore qui corrigeons le livre, ok? On ne va pas voir qu'on a écrit maison. Pour nous, on a écrit maison. Et des fois, quand on travaille un livre, on est obligé de lire les phrases à l'envers pour être sûr que tous les mots ont été écrits exactement comme ils devaient être écrits. Et des fois, pour l'intonation, je suis obligé de lire à haute voix. Parce que je vais travailler ma ponctuation. Vous savez ce que ça veut dire comme travail? Vous tous qui êtes là aujourd'hui, écrivez 2 paragraphes et puis... Je vais juste vous dire 2 choses. Je vous remercie de votre réponse et qui nous éclaire encore une fois. Donc, vous êtes à la fois écrivain, vous êtes correcteur, vous êtes éditeur, vous êtes fabricant du livre, vous êtes, c'est vous qui commercialisez votre livre et c'est vous qui assurez sa promotion. Voilà. Donc, il y a, comme vous disiez, c'est un générique de fin de film et il y a 20 métiers derrière. Le générique est encore plus long. Mais oui, il est encore plus long et ça explique aussi les rivalités, les jalousies, les combats. Parce que c'est vrai que si dans d'autres pays, mais même en Haïti, il y en a certains qui ne sont qu'écrivains et qu'ils ont un éditeur, qu'ils ont un agent, qu'ils ont des gens qui les promotionnent et tout ça, c'est bien parce que le travail d'écrivain ne peut pas être les 20 heures d'ordinateur plus tout le reste. Ça n'est pas possible, humainement possible. À un moment, on n'en peut plus. Donc, et peut-être que c'est ça la dernière étape qu'il va falloir franchir. Effectivement, gagner la normalisation de votre littérature pour qu'elle soit dans les réseaux commerciaux normaux. Il faudra bien... Je veux dire, il y a d'autres écrivains ou il y a d'autres artistes dans le monde qui se sont battus, comme vous, avec des prix énormes à payer, et il faut bien qu'à un moment, ça rentre dans un circuit. Il existe en Guadeloupe, il existe en Martinique, des écrivains qui ont tout fait comme ça, et qui, comme vous le pressentez vous-même, à un moment, ont les 2 bras cassés, parce qu'avec vos enfants, vous êtes obligé d'arrêter, parce qu'il faut aller changer les enfants, parce qu'il faut s'occuper des enfants, parce que la vie continue, et vous ne pouvez pas tout faire. Alors, juste pour finir, moi, je ne vais pas rentrer dans les combats féministes, pas féministes, mais je crois qu'il y a eu des choses un peu carrées de dites, à la fois sur le côté féminin et puis à la fois sur le côté antiféministe. Je ne vais pas, finissons-en, je ne vais pas combattre les féministes, si vous voulez. Je comprends ce que vous dites, vous êtes dans un milieu, vous êtes dans un pays et vous appréciez les gens de qui vous attendiez une certaine aide et qui ne vous l'ont pas apportée. Mais le monde est injuste. L'homme est un loup pour l'homme et la femme peut être une louve pour la femme. Il n'y a pas de raison, quand vous dites que les femmes vous protègent, les femmes ne sont pas plus gentilles avec vous que les hommes ne peuvent être gentils. Moi, je travaille à l'université, je ne vais pas vous raconter combien certains collègues de l'université peuvent être loups. Ça existe partout. Il y a la jalousie professionnelle, la méchanceté professionnelle, ça existe partout. Et là, vous prêtez flanc, puisque vous êtes en train de faire votre truc avec votre idée, vous voulez finir, vous les embêtez. Donc, ils ne vont pas vous rater. Je ne suis pas sûr que ça soit en tant que féministes qui sont hostiles. Je crois que c'est des rivaux, c'est des rivalités. Et dans le monde de libéralisme que nous connaissons, ils vont essayer de vous casser les reins parce que vous occupez une place qui les embête. Voilà, en tout cas, bon courage. Moi, je vais essayer au moins d'avoir un livre et de le découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui,
On va juste, oui, je vais vous donner la parole. On va juste remercier Madame Gisèle Gezels et Kathleen, voilà, parce qu'elle doit partir. Donc, on lui dit merci pour son intervention et ses éclairages. Oui. Bon, on va dire, on va arrêter dans 10 minutes. Et avant de finir, j'aimerais dire 2 mots. Donc, il y a quelqu'un qui avait une question. Merci. Alors, Margaret, vous m'entendez là? Oui, Bon, je vous attends. Je ne vous connaissais pas, je ne vous ai jamais lu. Et je comprends maintenant pourquoi vos livres si beaux ne sont pas apparus sur des étals, ne serait-ce qu'en métropole d'où j'étais. Et j'ai une question à vous poser. Oui. 2. Est-ce que vous vivez en Haïti? Est-ce que vous avez l'intention de vivre en Haïti avec tout ce que vous nous avez dit ce soir? Ça, c'est la première question. Ça fait peur pour ma vie? Oui. Ça, c'était la première. Et la deuxième question, avec tout ce que vous nous avez dit encore ce soir, est-ce que lorsque vous entamez un bouquin, l'écriture d'un bouquin, est-ce qu'il y a de la souffrance ou est-ce qu'il y a de la jouissance par rapport au livre qui va être écrit? Pour répondre à la première question, je vis à Miami, en Floride, depuis plusieurs années, mais je descends souvent en Haïti. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir peur pour moi parce que moi, je n'ai peur de rien et je les affronte souvent. Des fois, quand je sais qu'ils sont à Montréal, à tel endroit, moi je prends mon avion et je vais vers eux et je suis contente de les voir courir. Alors, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et pour répondre à la deuxième question, comment on aborde l'écriture, moi je parviens toujours à rester dans ma bulle. J'ai eu plusieurs problèmes dans ce milieu littéraire haïtien-là. Je ne veux pas vous casser les oreilles en vous les expliquant tous en un seul soir. Je suis sûre que ça va être trop pour vous. Mais je reste une personne combative. Ça veut dire qu'à un certain moment, même quand je dénonce, parce qu'il m'arrive souvent de monter sur Facebook et de taper sur tout ce qui bouge, même quand je dénonce, à un certain moment, je m'arrête et je me dis, maintenant c'est l'heure de produire. Parce que pour moi, ma création, elle est essentielle à ma vie. Et comme vous devez le savoir déjà, puisque vous êtes des lecteurs, il y a beaucoup de choses qui passent à travers un livre. Un livre, ce n'est pas une chose simple. Un livre est un livre ouvert. On sait exactement quand son auteur est fâché, quand un auteur a de la rancœur, a de la rancune, a de la haine, ou bien qu'il essaie de